Je m'appelle Isolda. Isolda Valverde. À 57 ans, la vie semblait m'avoir accordé un calme qui, bien que n'étant pas totalement paisible, était au moins prévisible. J'avais été professeur de littérature pendant plus de 3 décennies. Tout au long de ma carrière, je m'étais plongé dans les grandes œuvres de l'humanité, de Shakespeare à Garcia Marquez, et j'avais transmis à mes élèves le pouvoir transformateur des mots. Chaque leçon, chaque discussion littéraire était pour moi une occasion d'ouvrir des portes à la compréhension et au monde des émotions humaines. Enseigner était ma vocation, et, bien que la routine puisse parfois être pesante, je trouvais toujours dans mes livres et dans la curiosité de mes élèves la motivation pour continuer. Aujourd'hui, à la retraite, bien que le tumulte des salles de classe et le murmure des pages lues à haute voix soient désormais derrière moi, je conservais encore l'amour des histoires et la force qu'elles apportaient à ma vie. Même si je n'étais plus entourée de jeunes avides d'apprendre, je demeurais immergée dans la littérature, d'une manière plus sereine mais tout aussi profonde. La littérature restait mon refuge, un espace où les mots continuaient à opérer leur magie, à transformer mes journées et à me donner une raison d'explorer, de chercher et surtout de rêver. Ma vie avait changé, mais le feu que les histoires avaient allumé en moi ne s'éteignait jamais. Avant de continuer à découvrir les expériences quotidiennes et les moments marquants de la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Mon mari, Ernesto, était un homme bon, bien que taciturne. À 61 ans, son caractère réservé et méthodique faisait de lui quelqu'un de difficile à déchiffrer, comme un poème rempli de symbolisme, chargé de complexité, semblant défier quiconque tentait de le comprendre. Il était entouré d'un certain mystère, un halo de silence qui le rendait unique. Ce n'était pas un homme de grandes paroles, mais sa présence était indéniable, comme un écho qui persistait même lorsqu'il ne disait rien. Ernesto avait été architecte pendant de nombreuses années, mais depuis sa retraite, il avait trouvé dans son atelier de menuiserie l'espace parfait pour son esprit, en perpétuelle ébullition. Cet atelier, un petit refuge au fond du jardin, était devenu son sanctuaire personnel, un lieu où il pouvait échapper aux attentes du monde extérieur et se plonger dans ses créations. Chaque recoin était soigneusement organisé, les outils alignés de manière méticuleuse, reflétant son besoin de contrôle et d'ordre. Il y passait des heures interminables, concentré sur son travail, façonnant des meubles qui témoignaient de sa patience et de sa perfection, de sa capacité à transformer la matière brute en quelque chose de bien plus que fonctionnel. L'odeur du bois fraîchement coupé imprégnait constamment la maison, apportant une sensation de chaleur et de foyer, se mêlant à l'arôme du café que je préparais à l'aube, comme un rituel que nous respections tous les deux, sans avoir besoin de mots. Bien que nous partagions le même toit, nos conversations étaient brèves et pratiques, plus proches de notes en bas de page que d'un récit écrit à deux. Notre relation, sans grand haut ni bas, était devenue une routine silencieuse, comme un livre dont les pages ne se tournaient plus, où la fin semblait avoir été écrite bien avant que nous y arrivions. Chaque jour se déroulait dans un cycle prévisible, comme si le temps avait cessé d'être pressé, attendant que nous prenions conscience de ce qui nous échappait. Mes journées se déroulaient dans le parc du quartier, un lieu semblant tout droit sorti d'un roman réaliste, avec son atmosphère paisible et son rythme marqué par le va-et-vient des voisins. C'était un espace où la vie suivait son cours dans une harmonie presque chorégraphiée et où chaque visage portait une histoire à raconter,
même en silence. Lors de mes longues promenades, je devenais une observatrice silencieuse, une témoin de ces petites scènes du quotidien qui donnaient vie au parc. Il y avait Doña Clara, une veuve octogénaire, à l'esprit indomptable, toujours vêtue de son manteau gris et son sac rempli de miettes de pain. Elle nourrissait les pigeons comme s'ils étaient ses confidents, leur parlant avec douceur, partageant avec eux des anecdotes du passé. Elle semblait trouver en ces oiseaux une compagnie que la vie lui avait peut-être refusée. Il y avait aussi Martin, un jeune homme d'une vingtaine d'années, mince et au regard sérieux, qui portait toujours avec lui un carnet de croquis. Il s'asseyait sur le même banc, à l'ombre d'un vieux chêne, et dans un silence presque sacré, il esquissait sur ses pages la vie du parc. Il y avait dans sa concentration quelque chose qui me rappelait Ernesto. Cette façon de se perdre dans l'art, de s'absorber dans une autre réalité. C'était presque poétique de le voir, avec quelques traits précis, capturer l'essence de ce petit univers qui nous enveloppait tous. Le parc n'était pas seulement un lieu, c'était un reflet de nos âmes. Parfois, je m'asseyais sur un banc pour lire ou simplement observer les enfants jouer. La vie passant devant moi comme des scènes d'un film dont je n'étais plus l'héroïne. J'entendais leurs rires. Je voyais leurs courses effrénées, leurs mouvements maladroits mais pleins d'énergie, et je me demandais à quel moment j'avais cessé de faire partie de ce tourbillon de vie pour devenir une simple spectatrice. Je me trouvais à un moment de transition, une étape où la quiétude pouvait être réconfortante, mais aussi oppressante. Certains jours, j'appréciais le calme, ce temps suspendu entre les pages d'un livre ou le bruissement des feuilles agitées par le vent. Mais d'autres jours, cette même tranquillité me pesait comme une couverture trop épaisse par une nuit d'été. Cependant, au plus profond de moi, je sentais qu'il manquait quelque chose. Un tournant dans l'intrigue, une étincelle capable de raviver un feu endormi. Peut-être était-ce l'écho des histoires que j'avais tant aimées, celles où il y avait toujours un moment de bascule, un changement soudain qui transformait tout. Peut-être restait-il encore des pages à écrire dans ma propre vie, même si je ne savais pas par où commencer. C'est lors d'une de ces promenades, un jour d'automne particulièrement frais, que tout changea. Le parc était presque désert, à l'exception de quelques lève-tôt qui, comme moi, trouvaient refuge dans l'air frais et le craquement des feuilles mortes sous leurs pas. J'aimais cette heure matinale, quand la ville s'éveillait à peine et que le parc devenait un sanctuaire de tranquillité. Je portais mon vieux pull gris, celui qu'Ernesto m'avait offert il y a des années et qui, malgré les lavages et le temps, conservait encore son parfum subtil. Mes baskets usées amortissaient mes pas sur le sentier recouvert de feuilles dorées. Je marchais d'un pas ferme, profitant du silence, quand je le vis. Il était assis sur l'un des bancs, un livre entre les mains. Ses cheveux sombres tombèrent sur son front, et ses yeux, d'un vert intense, étaient absorbés par la lecture. Je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point il paraissait jeune, bien que je n'y attachais pas grande importance à ce moment-là. Je passai près de lui avec un sourire courtois, et il leva les yeux, me rendant mon geste. « Bonjour », dit-il d'une voix douce mais assurée. « Bonjour », répondis-je, sans m'arrêter. Mais quelque chose dans son regard me fit tourner la tête. Il continuait de m'observer, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce n'était pas une simple curiosité, ni l'intérêt banal d'un inconnu. C'était quelque chose de plus profond, de plus énigmatique, comme s'il avait découvert en moi quelque chose que même moi j'ignorais. Ses yeux, sombres et perçants, semblaient en me traverser, cherchant en moi un secret encore inavoué. Je sentis un frisson parcourir mon dos.
Ce n'était pas exactement de la peur, mais ce n'était pas du confort non plus. Il y avait quelque chose dans sa présence qui m'inquiétait et en même temps éveillait en moi une étrange fascination. J'essayais de détourner les yeux et de poursuivre ma route, ignorant la sensation d'avoir été percée à jour. Mais même après m'être éloignée, son regard restait gravé dans mon esprit, comme une ombre silencieuse qui refusait de s'effacer. Ce fut notre première rencontre. La seconde eut lieu une semaine plus tard, dans le même parc. Cette fois, il était debout, appuyé contre un arbre, les bras croisés, et un sourire espiègle aux lèvres. Il ne semblait pas surpris de me voir. En fait, il donnait l'impression qu'il m'attendait. Mon cœur accéléra. Qui était-il? Pourquoi sa présence m'affectait-elle autant? Sans savoir pourquoi, je sentis que ma vie, jusqu'alors tranquille et prévisible, était sur le point de changer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. « Vous marchez toujours aussitôt ?» demanda-t-il alors que je m'approchais. « Toujours, » répondis-je en m'arrêtant cette fois. « C'est mon moment de paix. »« Je m'appelle Adriane, » dit-il en me tendant la main. « Isolda, » répondis-je en la prenant. Sa poignée était ferme, mais non agressive. « Isolda » répéta-t-il comme s'il goûtait le son de mon nom. « Un beau prénom, peu commun. »« Merci, » dis-je, sentant une rougeur inattendue me monter aux joues. À partir de ce jour, Adriane commença à apparaître plus souvent dans le parc. Au début, nos conversations étaient brèves, de simples échanges sur la météo ou les livres qu'il transportait avec lui. Parfois, nous parlions du nombre de passants dans le parc ou de la façon dont les feuilles des arbres se balançaient avec le vent. Il semblait que nous apprécions ces rencontres spontanées, même si elles restaient superficielles au début. Mais peu à peu, nous approfondîmes nos échanges. Je découvris qu'Adriane était écrivain, ou du moins aspirait à l'être, et sa passion pour les mots était contagieuse. Nous parlions de littérature, de poésie, de la vie elle-même. Il me parlait des auteurs qu'il admirait, des histoires chaudes qu'il voulait écrire, de la façon dont les mots pouvaient capturer l'essence d'un instant. Ses yeux brillaient lorsqu'il décrivait ses idées, et je ne pouvais m'empêcher d'être fascinée par sa manière de voir le monde. Il avait 27 ans, mais sa maturité et sa sensibilité rendaient notre différence d'âge insignifiante. Sa façon de s'exprimer, d'analyser chaque petit détail de la réalité, me donnait l'impression d'être face à quelqu'un qui avait vécu plusieurs vies en une seule. Il ne s'agissait pas seulement d'âge, mais de la profondeur avec laquelle il expérimentait chaque moment. Un après-midi, alors que le soleil se couchait et que le parc se teintait de tons dorés, Adriane me posa une question qui me prit au dépourvu. « Êtes-vous heureuse, Isolda ?» La question me laissa sans voix. Ce n'était pas quelque chose que je m'étais demandé depuis longtemps. Ernesto et moi étions complices dans la routine. Mais le bonheur était une quête que j'avais abandonnée depuis bien longtemps. « Je ne sais pas, » répondis-je enfin. « Je suppose que je suis à l'aise. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Parfois, le confort est une cage, » dit-il en me regardant fixement. « Et les cages, même dorées, restent des cages. » Ces mots résonnèrent en moi pendant des jours, comme un écho persistant qui refusait de disparaître. Adriane avait une façon de voir le monde qui me poussait à remettre en question tout ce que j'avais tenu pour acquis jusqu'alors. Sa perspective était si différente et en même temps si séduisante qu'elle me faisait douter de mes propres principes, de mes croyances construites au fil du temps. Sa manière de penser était un défi constant, et bien que je sache que notre amitié pouvait être dangereuse, je sentais que je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Il y avait quelque chose dans sa présence, dans ses mots, qui me captivait, sans que je puisse m'en échapper. Un mois plus tard, un événement bouleversa la dynamique de notre relation.
Le premier baiser fut un moment aussi inattendu qu'électrique. Nous étions assis sur un banc, comme tant d'autres fois auparavant, discutant d'un poème qu'il avait écrit. Nous débattions des nuances des mots, des images qu'ils évoquaient, lorsque soudain, un silence lourd s'installa entre nous. L'air, habituellement frais, devint dense, chargé d'une tension que je ne sus identifier. Et puis, sans prévenir, Adrian se pencha vers moi et ses lèvres trouvèrent les miennes. Ce fut un baiser doux, presque timide, comme s'il doutait lui-même de ce qu'il faisait. Mais en même temps, il portait une passion silencieuse, une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le contact fut bref, mais il me laissa étourdi, comme si le monde entier s'était arrêté durant cet instant fugace. Je me reculai, confuse. Une tempête de culpabilité et de désir m'envahit. Mon esprit fut submergé de questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Que signifiait cela pour nous? Que se passerait-il maintenant? Et pourtant, malgré cette agitation intérieure, une part de moi ne voulait pas rejeter ce qui venait d'arriver. « Nous ne pouvons pas, » dis-je, bien que mes mots sonnaient creux, même pour moi. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il en caressant ma joue. La vie est bien trop courte pour être vécue en silence. Ainsi commença notre histoire. Pendant 11 ans, Adrian et moi avons entretenu un secret que personne d'autre ne connaissait. Nous nous retrouvions dans le parc, dans des cafés éloignés du centre, dans son petit appartement rempli de livres et de bougies. Chaque moment ensemble était un mélange d'intensité et de tendresse, comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais la culpabilité était toujours là, tapie dans les recoins de mon esprit. Ernesto ne soupçonna jamais rien, ou du moins ne le montra pas. Il restait l'homme bon et silencieux qu'il avait toujours été, et moi, je restais son épouse. Bien que mon cœur appartînt à un autre, c'était une lutte constante entre ce que je devais faire et ce que je désirais réellement. Il y eut des moments où j'essayais de mettre fin à mon histoire avec Adrian, mais nous finissions toujours par nous retrouver. C'était comme si un fil invisible nous liait, un fil impossible à briser. Chaque fois que j'essayais de m'éloigner, quelque chose me ramenait à lui. C'était une force inexplicable, une connexion qui transcendait le physique et l'émotionnel. Et bien que je savais que notre amour était impossible, je ne pouvais y renoncer. L'idée de le perdre me terrifiait bien plus que la culpabilité que je ressentais. La fin arriva de manière inattendue. Adrian reçut une offre pour travailler à l'étranger, en tant qu'éditeur dans une prestigieuse maison d'édition. C'était une opportunité qu'il ne pouvait refuser, et je ne pouvais pas lui demander de le faire. Je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui, mais je ne pouvais empêcher le vide immense qui envahit mon cœur. La nouvelle me coupa le souffle, comme si le monde s'était brusquement arrêté. J'essayais de me montrer forte, de le soutenir dans sa décision, mais à l'intérieur, je m'effondrais. « Viens avec moi », me dit-il la veille de son départ. « Je ne peux pas », répondis-je, les larmes aux yeux. « J'ai une vie ici, des responsabilités. »« Et ton bonheur ?» demanda-t-il en prenant mes mains. « Mon bonheur, c'est toi !» dis-je en sanglotant. « Mais je ne peux pas tout abandonner pour un rêve. » Il me serra dans ses bras avec force, comme s'il voulait graver chaque détail de moi dans sa mémoire. « Je t'aimerai toujours, Isolda, » murmura-t-il. « Tu es la plus belle histoire que j'ai vécue. » Et ainsi, Adrian s'en alla. La vie reprit son cours, mais plus rien ne fut pareil. Le parc n'avait plus la même saveur sans lui, et les mots que j'aimais tant avaient perdu leur éclat. Ernesto et moi restâmes ensemble, mais la distance entre nous était encore plus grande. Parfois, lors des nuits les plus solitaires, je me demande si j'ai fait le bon choix, si j'aurais dû suivre Adrian,
laissé derrière moi tout ce que je connaissais, pour un amour qui, bien que fugace, fut plus réel que tout le reste de ma vie. Mais alors, je me souviens de ces paroles. Cet après-midi-là dans le parc, les cages, même dorées, restent des cages. Et je sais que, même si ma cage est confortable, je porterai toujours en moi l'écho de ces années-là, de cet amour qui a transcendé le temps et les conventions. Car, au fond, Isolda Valverde n'est pas seulement une professeure à la retraite de 57 ans. C'est une femme qui a vécu, aimé et rêvé. Et cela, personne ne pourra jamais le lui enlever. Merci d'avoir partagé ce voyage d'émotions avec nous. Ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à la partager. Nous avons encore tant d'histoires plus passionnantes à raconter. Ne les manque pas, abonne-toi et active la cloche des notifications.